Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aborder un principe dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Vous l'avez vu avec le titre et la miniature, c'est la théorie des signatures. Et ça rime, c'est magnifique. Alors la théorie des signatures, c'est un vieux principe qui annonçait, qui avançait l'hypothèse selon laquelle l'aspect des végétaux aurait constitué un indice quant à leurs propriétés thérapeutiques. Ça peut sembler complètement farfelu, mais pourtant c'est quelque chose qui a été étudié de très près par des scientifiques chevronnés. C'est un principe qui est très ancien et qui était encore observé il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'ai un souvenir de ma grand-mère qui disait qu'il ne fallait pas manger trop de noix parce que ça donnait mal à la tête, parce que la noix ressemblait à un cerveau. Oui, oui, c'est ma grand-mère, donc c'est pas si vieux que ça. Euh, on se rappelait pas, bien entendu, elle se rappelait pas que cette théorie venait de là, mais on a quand même une idée qui a perduré assez longtemps. Et aujourd'hui, cette théorie, elle a été abandonnée, alors c'est quelque chose qui a été remis en question à partir de l'époque des Lumières et qui aujourd'hui est complètement tombé en désuétude, mais il se trouve que aujourd'hui, on l'utilise encore sans s'en rendre compte. Et oui, parce que les tableaux de correspondance qu'on utilise en sorcellerie sont les descendants de la théorie des signatures. Et ça vous a pas semblé si bizarre que ça, n'est-ce pas, hein? Donc on va revenir un petit peu là-dessus parce que ça peut être intéressant. Alors on va commencer par le début. On est au XVIe siècle. On est en compagnie d'un médecin, philosophe, alchimiste, qui s'appelle Philippus Theophrastus Aurelius Bombast von Hohenheim. Pour faire simple, on va l'appeler Paracels. Hein, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Hein, c'est plus sympa. Et lui, il a affirmé, je le cite, Similia similibus curantur. Ça vous dit rien? Vous n'avez pas fait latin? Non, ça veut dire les semblables soignent les semblables. Et ça a été la base, les fondements de la théorie des signatures. Alors évidemment, Paracels n'a pas été le premier à formuler cette hypothèse, mais c'est à partir de cette phrase-là qu'on a commencé à se dire il y a peut-être quelque chose à creuser. En réalité, ce principe-là, il ne l'a pas inventé, il remonte à l'Antiquité, où l'usage des plantes médicinales était très lié à la religion, au divin, et où les végétaux étaient considérés comme des dons des dieux à l'humanité, depuis l'Égypte jusqu'en Asie, au Moyen-Orient, etc., etc. La Grèce antique va s'en emparer, va suivre. On va intégrer tout ça à la science médicale qui est en plein essor à ce moment-là, notamment dans les écrits d'Hippocrate, de Dioscoride, de Galien, etc. Pour eux, on part du principe qu'il faut maîtriser le potentiel de chaque herbe pour en tirer les meilleures vertus. Dioscoride, par exemple, dans son traité de matière médicale qu'il a écrit au 1er siècle, il rattache l'apparition des plantes et des minéraux au développement des dieux. Pour lui, les parfums des plantes sont originaires de l'âge d'or et ils sont donc chauds et secs. Les minéraux, eux, sont originaires de l'âge du fer parce qu'ils sont froids. Pour traiter efficacement un mal, il suffirait donc de contrebalancer le déséquilibre qui a été induit grâce à un de ces principes. En gros, vous avez compris, si vous vous brûlez, c'est chaud, on va donc se soigner avec un minéral froid. Si vous avez un trouble gynécologique, on va dire, qui est imputé à une humidité excessive, on va vous mettre un parfum chaud. Donc on part du principe que si les dieux ont bien voulu que les hommes tombent malades, ils ont aussi bien voulu qu'ils puissent se guérir. Voilà, parce qu'on va quand même pas non plus envoyer les maladies sans envoyer les remèdes avec. Donc c'est une idée qui sera reprise par la suite par le christianisme pour expliquer pourquoi Dieu, qui est censé n'être qu'amour et bienveillance, permet aux maladies d'accabler ses fidèles. En gros, aide-toi et le ciel t'aidera, si on veut résumer. Alors faisons un petit bond dans le temps jusqu'au Moyen-Âge, où on se retrouve, alors on va plutôt parler du Haut Moyen-Âge, où les soins par les plantes sont aussi marqués d'un très très fort lien avec le divin et avec les cieux. Donc d'un côté, on a les partisans de la thèse astrale qui établissent des correspondances entre les plantes et les astres. Donc les plantes vont être classées en végétaux vénusiens, martiaux, mercuriens, jupitériens, etc. Et vont traiter donc des maladies qui sont liées à leurs vertus. Et de l'autre, on a des personnes qui sont plutôt enclines à penser qu'on va chercher les vertus des végétaux dans leur aspect, en avançant l'idée que Dieu aurait glissé des indices de leur usage dans leur forme, leur couleur et leurs odeurs. Pourquoi pas? Alors l'argument pour ça,
c'est la Genèse, le livre de la Genèse dans la Bible, où on a donc la description de la création du monde, où on nous dit que Dieu crée les choses et les êtres par le verbe, donc par la parole, pour être au service de l'homme. Par conséquent, en tant que matérialisation de la parole divine, eh bien, ces créations vont donc incarner leur signification, leur verbe. Encore faut-il pouvoir reconnaître les signes qui ont été placés par le divin, parce que c'est pas toujours très évident. Alors on a pas mal de traités médicaux qui décrivent l'aspect de certains végétaux et des éléments en les rattachant donc à des afflictions humaines, qu'elles soient physiques ou mentales d'ailleurs, et on va en avoir pléthore qui vont se matiner de superstitions, voire même de magie. Si jamais vous avez lu le fameux grimoire Le Petit Albert, qui est sans doute rédigé aux alentours du XIIIe-XIVe siècle, vous allez vous rendre compte que là, on est en plein dans la théorie des signatures par analogie visuelle. Donc vous avez la goutte, et ben c'est pas difficile, vous allez chercher une plante qui a une racine toute tordue et déformée qui va rappeler l'aspect de vos doigts tout tordus. Vous avez la tuberculose, et ben elle est en quête de pulmonaire, c'est une plante qui a des feuilles tachetées qui évoquent un poumon malade. Messieurs, pour vos petits soucis intimes, cultivez des orchidées, parce que elles doivent leur nom à leur double tubercule, orchis en latin, qui veut dire testicule. Voilà. Ça pourra vous rendre service, on ne sait pas. Alors, vous vous doutez que c'est une idée qui a été reprise par de très nombreux auteurs, jusqu'à des botanistes patentés et extrêmement célèbres. Je pense notamment à l'anglais Nicholas Culpeper ou au médecin chimiste allemand Oswald Crolus, qui en fera même un traité complet d'ailleurs pour le coup qu'il a appelé le Tractatus de Signaturis, de la signature des plantes, qui fait partie donc d'un triptyque qui s'appelle la Basilica Chimica, qui a été écrite en 1609. Voilà, si vous avez envie de briller en société avec la bibliographie de ce bon vieux Oswald, allez-y. Mais, évidemment, le plus célèbre de tous, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, notre bon vieux Paracelse. C'est lui qui, le premier, va essayer de fonder une pratique de médecine entièrement basée sur les découvertes chimiques, sans pour autant renier le facteur divin. Oui, c'était ambitieux de sa part. Donc lui, il va considérer que les vertus des plantes, il appelle ça l'arché, sont une forme divine qui a été induite par le souffle de Dieu et que la maladie, elle, c'est la conséquence d'une force externe qui s'attaque à l'arché d'un organe du corps. Par conséquent, le traitement, ça va revenir à essayer de rétablir l'équilibre premier de cet arché grâce à celle du remède. Ici, donc, on n'a plus l'idée d'agir par une force contraire, mais plutôt de se servir d'un semblable. Si vous êtes empoisonné, c'est donc un poison qui va vous guérir, à condition, évidemment, de maîtriser la subtile science de la posologie. Et pour savoir quelle plante employer, il va suffire d'ouvrir les yeux, puisque l'aspect va être l'expression directe de sa fonction. Par exemple, si vous souffrez de dénutrition, si vous êtes trop maigre, eh bien vous allez vous tourner vers une plante plutôt grasse, plutôt charnue, malgré un environnement pauvre comme la joue-barbe par exemple. Si vous êtes allaitant, allaitante, et que vous n'avez pas... Oui, parce que oui, il n'y a pas que les femmes qui produisent du lait, calmez-vous. Et que vous avez besoin de lait pour nourrir votre petit dernier, vous allez utiliser une plante à latex dont le suc va évoquer le lait, par exemple comme la laitue vireuse. Si vous avez des problèmes de cœur, la tomate est votre amie puisqu'elle ressemble à un petit cœur et que l'intérieur ressemble à des cavités cardiaques, n'est-ce pas? Mais évidemment, tout ça n'est qu'un balbutiement. C'est par la suite, notamment grâce à un médecin italien qui s'appelle Giovanni Battista, de son petit nom, Giovanni Battista de Porta, qui à la fin du XVIe siècle va aller encore plus loin. Il va écrire donc un traité qui s'appelle la Phytogomonica, qui fut écrite en 1588, et qui, elle, va faire une très longue étude des analogies de forme, de couleur, d'aspect, de parfum entre les plantes et les affections humaines. Il va aller un petit peu plus loin encore que Paracelse, puisqu'il ne va pas se cantonner seulement aux organes, mais à tous les types d'affections. Donc par exemple, les morsures de serpent, il va conseiller de les soigner avec de la vipérine, qui ont des fleurs avec un pistil qui évoque la langue du serpent. Pourquoi pas. Si vous avez été blessé par une flèche, vous pouvez chercher secours auprès d'une plante qui s'appelle la sagittaire, puisque son nom signifie flèche, sagitta en latin. Oui, ça vient aussi de là le signe du zodiaque. Alors là, on est dans un degré encore un peu supérieur, il va peut-être un petit peu trop loin. Parce que suite aux écrits de Battista de Porta, la théorie des signatures, elle commence à battre de l'aile un petit peu et
les scientifiques commencent à se rendre compte que c'est peut-être pas si simple que ça et qu'il va y avoir autre chose à creuser. La médecine va avancer et peu à peu, on va délaisser cette idée. Cela dit, il se trouve que tout n'est pas à jeter dans la théorie des signatures, puisque certaines idées ont fait avancer la médecine. Alors, je vais vous donner un exemple, celui du pasteur Edward Stone, par exemple, qui était recteur de l'église anglicane, qui était connu aussi pour ses petites tambouilles de scientifiques. Au XVIIIe siècle, il a décrété que le saule blanc, donc un arbre qui pousse dans les zones assez humides, voire inondées, était capable de vaincre la fièvre, puisque la fièvre, elle aussi, menait à des écoulements et des sueurs, des suées, etc., exactement comme l'environnement dans lequel poussait le saule. Il a même expliqué que le saule pouvait de la même manière soigner les rhumatismes qui étaient dus à l'humidité. Donc il a prescrit de l'écorce de saule à ses patients, et ces patients en ont été étonnamment soulagés. Et bien, il se trouve que l'écorce de saule contient de l'acide salicylique, qui est la forme de base de ce qui deviendra l'aspirine. Merci Edward. Donc même si aujourd'hui on n'aurait plus du tout l'idée de manger des carottes pour soigner un orgelet juste parce que les rondelles ont la tête d'un œil infecté, la théorie des signatures elle a quand même laissé pas mal de traces, notamment dans la symbolique des plantes qui a été très longuement et durablement impactée. Aujourd'hui encore, pas mal de nos systèmes de correspondance magique en découlent directement. On ne soigne plus les problèmes de testicules avec des tubercules d'orchidées, on est bien d'accord? Mais la magie associe toujours cette plante à l'amour, à la conception et à la vigueur masculine. C'est pas pour rien. On peut donc affirmer sans trop se perdre en palabres que la théorie des signatures, eh bien, c'est une des fondations de notre magie. Après tout, considérer que les plantes ce sont des cadeaux divins, c'est assez païen dans l'essence. Donc ne vous moquez pas trop des croyances des anciens parce que vous pouvez peut-être les répéter sans vous en apercevoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à partager vos meilleures correspondances et vos meilleures signatures dans la barre de commentaires, c'est là pour ça. Bien sûr, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières vidéos, n'hésitez pas à le faire puisque ça augmente grandement les possibilités que j'ai de contrer l'algorithme, n'est-ce pas? Et si vous voulez me soutenir plus activement, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou bien rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages et jusqu'à 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois. Et promis, on parle pas que de la théorie des signatures, mais on en parle quand même. D'ici la prochaine fois, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.